Quelque chose en bois. Il est heureux que les limites de l'esprit humain ne lui permettent pas souvent de voir dans des perspectives correctes tous les faits et les événements qu'il côtoie. J'y ai songé de nombreuses fois, et plus particulièrement en étudiant les circonstances de la disparition de Jason Wechter, le critique musical et artistique du journal de Boston. Elle s'est produite il y a environ 1 an, et un certain nombre d'hypothèses avaient été avancées. Par exemple, Wechter avait pu être la victime d'un meurtre commis par un artiste, ulcéré par une critique trop outrancière, ou bien encore, il était tout simplement parti pour un endroit mystérieux, sans avoir prévenu personne, et pour une raison connue de lui seul. Cette dernière éventualité était peut-être plus vraisemblable qu'on ne le supposait communément. Son acceptation était cependant une question de terminologie et nécessitait de savoir si l'absence de Wechter était volontaire ou non. C'était toutefois une explication qui s'imposait aux esprits suffisamment imaginatifs pour l'entrevoir, et certaines circonstances entourant l'événement ne conduisait en effet à aucune autre conclusion. Je jouais un rôle, et non des moindres, dans ces péripéties, bien que personne, pas même moi, ne le sût avant la disparition effective de Jason Wechter. Ces événements se présentèrent tout d'abord sous la forme d'un souhait des plus prosaïques. Wechter, qui vivait seul dans une vieille demeure de King's Lane à Cambridge, à l'écart des lieux fréquentés, collectionnait les œuvres d'art primitifs, de préférence de pierre ou de bois. Il possédait par exemple d'étranges sculptures religieuses de pénitents, des bas-reliefs mayas, des sculptures de Clark Ashton Smith, des fétiches et des statuettes de dieux et de déesses des îles des mers du Sud, et bien d'autres merveilles encore. Or, il désirait se procurer une œuvre en bois qui serait différente, bien que je trouvasse, quant à moi, que les pièces offertes par Smith présentaient la plus grande variété que l'on pût souhaiter, mais ces pièces n'étaient pas en bois. Et Wechter voulait absolument quelque chose en bois pour harmoniser sa collection, car en effet, il possédait surtout des œuvres de pierre, à part quelques masques de peau nappe, qui s'apparentaient plutôt aux étranges et géniales créations de Smith. Je suppose que plus d'un ami de Jason Wechter se mit à la recherche d'une œuvre de bois, mais par hasard, ce fut moi qui trouvai dans une vieille petite boutique de Portland où je vais passer mes vacances un objet assez étrange, remarquablement réalisé. C'était une sorte de bas-relief représentant une créature octopode qui surgissait d'une structure monolithique dans un décor subaquatique. Son prix était extrêmement raisonnable, 4 $, et mon incapacité à interpréter sa signification lui donnait encore plus de valeur aux yeux de Wechter. J'ai qualifié la créature d'octopode, mais ce n'était pas un poulpe. Je ne saurais lui donner un nom. Elle semblait posséder un corps plus long que celui d'un poulpe et assez différent. Ses tentacules jaillissaient non seulement de son visage à la place où un nez aurait dû se placer, comme sur la sculpture de Smith, le dieu aîné, mais aussi des côtés et du milieu du corps. Les 2 tentacules accrochés au visage étaient manifestement préhensiles et sculptés dans une attitude telle qu'il semblait vouloir saisir quelque chose. Juste au-dessus de ces tentacules, on découvrait 2 yeux très enfoncés, au milieu d'une peau recouverte d'écailles, de telle sorte que le tout donnait l'impression d'une créature diabolique. Au pied de la sculpture était gravée cette ligne d'un langage inconnu. Mglui, mglumnaft, stulu, relief, gan, naglftag. Je ne saurais préciser la nature du bois dans lequel l'œuvre avait été exécutée, si ce n'est qu'il était anormalement lourd, d'un brun très sombre, presque noir, et dont le fil se présentait sous forme circulaire,
À vrai dire, je cherchais pour la collection de Jason Wechter une pièce plus petite. J'étais tout de même certain de lui faire plaisir en lui offrant celle-ci. D'où venait cette statuette? Je le demandai au flegmatique petit personnage derrière son bureau. Il releva ses lunettes sur son front et répondit qu'elle avait été rejetée par l'Atlantique. Il ne savait rien de plus. Elle provient peut-être d'un bateau, hasarda-t-il. Elle lui avait été apportée une semaine ou deux auparavant, avec différents autres objets, par une sorte de vagabond qui avait pris l'habitude de fouiller les plages à la recherche d'épaves rejetées par la mer. Je lui demandai ce qu'elle représentait, mais il dut reconnaître qu'il n'en avait pas la moindre idée. Jason aurait donc les mains libres pour inventer la légende de son choix. Il fut enchanté de mon cadeau. Surtout parce qu'il lui découvrit immédiatement certaines similitudes frappantes avec des pièces de Smith. Étant un expert en art primitif, il mit en exergue un autre point, qui prouvait que le petit commerçant m'avait fait un véritable cadeau en me cédant la sculpture à 4 $. Certaines marques indiquaient en effet que cette pièce avait été façonnée à l'aide d'outils bien plus vieux que ceux de notre époque, des outils dont on ne trouvait même pas trace dans aucune des civilisations anciennes connues. Je ne partageais pas la passion de Wechter pour l'art primitif, et ces détails ne présentaient pas un grand intérêt pour moi. Pourtant, je dois avouer avoir ressenti une certaine répulsion quand Jason juxtaposa la sculpture octopode aux pièces de Smith, soulevant ainsi des questions informulées qui me troublèrent profondément. Si cet objet était effectivement vieux de plusieurs millénaires, comme le prétendait Wechter, et s'il ne ressemblait à aucun genre de sculpture connu, comment pouvait-il présenter une telle ressemblance avec les créations modernes de Clark Ashton Smith? Était-ce seulement une coïncidence si les œuvres sorties de l'imagination poétique de Smith s'apparentaient tellement à l'ouvrage d'un inconnu qui avait vécu des milliers d'années plus tôt et qu'il rejoignait ainsi à travers l'espace et le temps? Mais je ne posais pas ces questions. Si je l'avais jugé bon, la suite des événements aurait peut-être été modifiée. L'enthousiasme et la joie de Wechter me récompensèrent de mon choix, et une fois la sculpture placée sur une grande tablette parmi les pièces rares, je pris congé de mon ami et oubliai mon cadeau. Je ne revis pas Jason Wechter avant une quinzaine de jours. Je ne lui aurais sans doute pas rendu visite dès mon retour à Boston si mon attention n'avait pas été attirée par une critique particulièrement sévère sur une exposition des sculptures d'Oscar Bogdoga, pour lequel Wechter avait montré 2 mois plus tôt beaucoup d'estime. En effet, le jugement de Wechter était de nature à piquer la curiosité de plusieurs amis communs. Il signifiait une nouvelle appréciation de la sculpture de la part de Wechter et promettait un certain nombre de surprises pour les lecteurs qui suivaient régulièrement ses critiques. Cependant, une de nos relations communes, qui était psychiatre, s'inquiétait des curieuses allusions formulées dans le court mais remarquable article de Wechter. Je le lus avec une certaine surprise et je remarquai immédiatement plusieurs affirmations contraires aux habitudes de Wechter, quand il accusait l'œuvre de Bogdoga de manquer de flamme, d'éléments dramatiques, de spiritualité. Il restait conforme à son personnage, mais quand il affirmait que l'artiste n'avait manifestement aucun rapport avec les arts religieux d'Aapi ou d'Amnoïda, et qu'il n'avait pas fait mieux qu'une pâle imitation de l'école Ponap, il formulait une accusation non seulement curieuse, mais complètement déplacée, car Bogdoga était un Slave dont les créations présentaient plus de similitudes avec les sculptures d'Epstein qu'avec l'œuvre de Mestrovic, par exemple, et encore moins avec les primitifs, qui enthousiasmaient Wechter, et qui manifestement influaient maintenant sur son jugement. L'article de Jason était parsemé d'étranges références à des artistes dont personne n'avait entendu parler, à des lieux éloignés dans le temps et l'espace, et qui ne se trouvaient peut-être pas sur la Terre, et à une forme de culture qui ne se rattachait à aucune autre connue, même pour le lecteur le plus érudit.
Cependant, sa critique des œuvres de Bogdoga n'était pas tout à fait inattendue, car il avait 2 jours plus tôt écrit un article sur une nouvelle symphonie de Franz Hubel, interprétée pour la première fois par le flamboyant et égocentrique Radetzky. Il l'avait truffée de références à la musique flûtée des astres et aux notes de cornemuse d'origine prédruidique qui firent vibrer l'éther bien avant que l'homme ne portât dans ses mains ou à ses lèvres son premier instrument de musique. En même temps, il avait encensé un autre morceau du même programme, la symphonie numéro 3 d'Archis. Alors qu'il l'avait publiquement méprisée auparavant, il la traitait de brillant exemple de retour à la musique pré-primitive qui hante toujours la conscience profonde de l'homme, à la musique des grands anciens qui ressort malgré la direction si personnelle de Radetzky. Celui-ci, en effet, était tellement dépourvu de génie créateur qu'il devait impérativement introduire dans chaque œuvre qu'il dirigeait suffisamment de Radetzky pour affirmer sa personnalité, même si, ce faisant, il trahissait le compositeur. Ces 2 derniers comptes rendus m'incitèrent à me rendre au plus vite chez Wachter, que je trouvais assis à son bureau devant les journaux, et un monceau de lettres, sans doute des lettres de protestation. « Ah, Pinckney !» me lança-t-il d'emblée. « Ce sont vraisemblablement mes derniers articles qui vous amènent chez moi. »« Bon, tout à fait, bredouillai-je avec embarras. Les critiques n'engagent que vous. Vous êtes libre d'affirmer ce que vous voulez, tant que vous restez sincère. Mais qui sont donc Arapi et Hamnoïda ?»« J'aimerais le savoir. » Il parlait sur un ton si sérieux que je ne doutais pas un instant de sa sincérité. « Mais ils ont existé, j'en suis sûr, » reprit-il. « Comme les grands anciens semblent avoir occupé une certaine place dans les sciences lointaines. Comment pouvez-vous vous référer à eux si vous ne les connaissez pas ? Je ne peux pas non plus vous l'expliquer clairement, Pinckney, répondit-il avec un froncement de sourcils, mais je peux essayer. » Sur ces mots, il commença un récit peu cohérent des événements qui lui étaient arrivés depuis qu'il possédait la sculpture octopode que j'avais découverte à Portland. Il n'avait pas passé une seule nuit sans faire de rêve où la créature n'eût été présente, soit sous un premier plan, soit à la lisière de son rêve. Il avait rêvé d'endroits souterrains et de cités au fond des mers. Il s'était vu lui-même aux îles Carolines et au Pérou. Il avait marché dans les étonnantes demeures aux toits en croupe d'Arkham, la maudite, hantée de héros légendaires. À bord de vaisseaux inconnus, il avait atteint les limites des océans. La sculpture, il en était certain, était une reproduction miniature d'une gigantesque créature protoplasmique, capable de prendre n'importe quelle forme, à sa guise. Elle s'appelait Cthulhu, et son domaine était situé à R'lyeh, une cité perdue au fond de l'Atlantique. Cthulhu était un des grands anciens, supposé revenir un jour des étoiles et des espaces lointains, ou bien des profondeurs sous-marines et des entrailles terrestres, pour rétablir sur la Terre leur domination passée. Il se montrait accompagné de nains amorphes, presque humains, qui marchaient devant lui en jouant sur d'étranges flûtes une musique qui ne ressemblait à aucune autre. Cette œuvre, qui avait été sculptée par des habitants des îles Carolines, avant toute période préhistorique précise, mais après l'apparition de l'homme, était apparemment le point de contact avec les dieux inconnus, où résidaient les créatures qui attendaient le moment de leur retour. J'écoutais ce récit avec une totale incrédulité, je dois l'avouer. Wachter s'en aperçut et se levant brusquement, il alla chercher la statuette octopode et la déposa sur le bureau. Il la plaça juste devant moi. Observez-la attentivement, Pinckney. Voyez-vous un changement quelconque ? Je l'examinai soigneusement, mais j'avouai ne découvrir aucune différence. Vous ne trouvez pas que les tentacules du visage sont, disons, plus longs ? Je lui répondis que non. Je ne pouvais pas être catégorique.
Ce genre de questions incitait généralement à donner une réponse affirmative. Les tentacules étaient-ils plus longs? Je ne sus le préciser, alors je ne saurais le faire aujourd'hui. Mais Richter, lui, paraissait parfaitement convaincu de leur allongement. J'examinai à nouveau la sculpture, et j'éprouvai aussitôt cette curieuse répulsion qui m'avait gagné quand j'avais remarqué la ressemblance des œuvres de Smith avec cet objet. Ça ne vous frappe pas que l'extrémité des tentacules s'est redressée et se trouve un peu plus en avant? Non, je l'avoue. Très bien. Il retourna poser la sculpture à sa place sur l'étagère. En revenant à son bureau, il se lança dans de longues explications. Je suppose que vous me trouvez l'esprit dérangé, Pinckney. Mais depuis que cet objet a pénétré dans cette pièce, j'ai conscience de l'existence d'un monde aux dimensions différentes des nôtres. Je ne vois pas comment le qualifier autrement. Un monde aux dimensions correspondant à celles d'un monde dont j'ai rêvé. Je n'ai par exemple aucun souvenir d'avoir écrit ces articles. Et pourtant ils sont bien de moi. Je les ai trouvés dans mes notes, écrits de ma main. Bref, c'est moi, et personne d'autre qui suis l'auteur de ces lignes. Je ne peux pas publiquement les désavouer, bien qu'elles soient en totale contradiction avec les opinions émises sous ma signature depuis des années. Cependant, on ne peut pas leur nier une curieuse impression de logique. Après les avoir découvertes, et aussi après avoir lu les lettres de protestation que j'ai reçues à leur sujet, je les ai soigneusement étudiées. Contrairement à mes affirmations passées, l'œuvre de Bogdoga a effectivement un lien avec une forme hybride d'un art primitif des îles Carolines. De même, la 3e symphonie présente effectivement un net et troublant appel au primitif. Nous devons donc nous demander si leur nature offensante pour les amateurs traditionnellement sensibles et cultivés n'est pas une réaction instinctive contre les peuplades primitives aux connaissances naturelles. Mais la question n'est pas là, n'est-ce pas, Pinckney? Grogna-t-il. Le fait est que la sculpture que vous avez découverte à Portland a exercé sur moi une troublante influence irrationnelle, à un point tel que je me demande parfois si elle est bénéfique ou non. Une influence de quelle sorte, Jason? Il sourit étrangement. Laissez-moi vous dire ce que je ressens. La première nuit où j'en pris conscience fut celle qui suivit votre dernière visite. J'avais organisé une soirée, mais à minuit, tous mes invités avaient filé et je m'étais attablé devant ma machine à écrire. J'avais un petit article à rédiger sur un récital de piano donné par un des élèves de Fradeletsky. Je m'en débarrassais en un rien de temps. Mais j'étais sans cesse préoccupé par votre cadeau. La monstrueuse créature octopode qu'il représentait obsédait mon esprit. C'était étrange, mais je la voyais en même temps sous deux formes. D'une part, telle qu'elle était en réalité, c'est-à-dire un objet de petite taille à 3 dimensions. D'autre part, comme une extension ou une invasion, si vous préférez, dans une dimension différente dans laquelle je n'existais que comme un élément nécessaire à sa croissance. En bref, quand j'eus terminé mon article, j'éprouvai la désagréable impression que la créature avait grandi, dans des proportions inimaginables. Pendant d'atroces secondes, je la vis comme un être concret se dresser devant moi, tel un colosse, auprès de qui je me tenais ridiculement minuscule. Cela ne dura qu'un moment, puis la créature s'évanouit. Remarquez bien que j'ai dit qu'elle s'était évanouie. Elle ne cessa pas seulement d'exister. Elle sembla se comprimer, se rétracter, exactement comme si elle avait été privée de ses nouvelles dimensions pour réintégrer sa forme réelle, telle qu'elle devait exister devant mes yeux, mais qu'il lui est inutile de prendre pour être perçue psychiquement. Cela s'est répété. Je vous jure que ce ne sont pas des hallucinations, bien que je vois à votre expression que vous me croyez devenu fou. Ce n'était pas à ce point-là, me hâtai-je de le rassurer. Ce qu'il avait dit s'était peut-être réellement passé. Les présomptions basées sur l'effet concret de ces étranges articles prouvaient sa sincérité.
Jason Wechter était de plus persuadé de dire la vérité, ce qui impliquait obligatoirement une raison et une motivation. En partant du principe que vous dites la vérité, commençai-je enfin prudemment, il doit y avoir une explication, naturelle ou non. Vous avez peut-être travaillé trop durement, et vous avez été le jouet de votre propre subconscient. Sacré Pinckney, s'exclama-t-il en riant. Ou alors notre explication doit être surnaturelle. Son sourire disparut, ses yeux se rétrécirent. Vous pensez que c'est possible, n'est-ce pas, Pinckney? Oui, je le suppose. Bon, c'est ce que j'ai pensé moi aussi, après ma 3e expérience. 2 fois, j'étais prêt à croire à une hallucination de ma part. 3 fois? Non. Les illusions dues à une trop grande fatigue des yeux sont rarement aussi compliquées et détaillées. Elles se limitent à des rases imaginaires, des points noirs ou autres phénomènes du même genre. Donc, si cette créature appartient à un culte dont elle est l'objet d'adoration, il n'y a pas à chercher une autre explication. Entre parenthèses, je crois que cette adoration existe dans notre propre monde. Mais le secret en est bien gardé. Je reprends maintenant ce que je vous ai déjà dit. Cette sculpture est le point de contact avec un monde d'une autre dimension dans le temps et dans l'espace. Cela étant admis, la créature octopode tente manifestement d'atteindre ce monde à travers moi-même. Comment? Demandai-je brusquement. Oh, je ne suis pas un mathématicien ni un scientifique. Je ne suis qu'un critique d'art. Cette conclusion représente la limite de mes connaissances extraculturelles. Les hallucinations semblèrent persister. Elles se produisirent de plus en plus fréquemment durant la nuit, pendant qu'il dormait, et sur un autre plan. Dans son sommeil, Wechter accompagnait sans aucune difficulté la créature octopode dans un monde de dimensions différentes, en dehors du temps et de l'espace. Les hallucinations constantes ne sont pas rares dans les archives médicales. Celles qui se développent progressivement, non plus. Mais, dans le cas de Jason Wechter, l'illusion se présentait d'une manière différente, car elle s'incrustait lentement au plus profond de son être. Je méditais sur ce sujet une grande partie de la nuit, tournant et retournant dans ma tête ce qu'il avait dit sur les dieux aînés, les grands anciens, les entités mythologiques et leurs adorateurs. Je réfléchissais à cette forme de vie à laquelle s'intéressait Jason et qui avait un effet si troublant sur son comportement. J'attendis avec une certaine appréhension son article suivant. En raison de ce qu'il écrivit pendant les 10 jours qui précédèrent ma nouvelle visite, Jason Wechter fut le sujet de conversation des milieux culturels de Boston et des environs. Contrairement à mon attente, les commentaires ne le blâmaient pas tous, bien que des opinions variées fussent formulées. Ceux qui l'appréciaient autrefois étaient outrés et le condamnaient. Au contraire, ceux qui le méprisaient auparavant prenaient sa défense. Ces critiques des concerts et des expositions, bien que complètement à côté du sujet à mes yeux, n'en étaient pas moins incisives. Son mordant et son esprit satirique étaient toujours présents. Sa finesse de perception n'était pas altérée, sauf dans sa façon d'éprouver des émotions, car il les ressentait maintenant dans une perspective différente, totalement opposée à son ancien point de vue. Ses critiques étaient inquiétantes et souvent grossières. La magnifique et vénérable prima donna, Madame Bursa de Coyer, constituait un énorme monument au goût bourgeois, mais qui malheureusement n'y était pas enterré. Corridon de Nevalet, la coqueluche de New York, était au mieux un aimable imposteur dont les sacrilèges surréalistes sont exposés dans les vitrines des boutiques de la 5e avenue par des commerçants dont les connaissances culturelles sont à peine décelables au microscope. Il faut admettre toutefois que son sens des couleurs est supérieur à celui de Vermeer, quoique n'égalant pas celui du plus mauvais des Happy. L'étoile de l'artiste un peu fou, Weiland, excitait son imagination extravagante.
Nous sommes en présence d'un homme sachant manier un pinceau et interpréter les couleurs de notre monde. Quand il observe autour de lui, il voit beaucoup plus que la majorité du public qui se penche sur ses toiles. Voilà une perception sincère, libérée de toute dimension terrestre et dégagée du carcan des traditions humaines, des sentiments et autres contraintes du même genre. Son appel se place sur un plan qui remonte au primitif et s'élève encore plus haut. Il est en relation avec des événements passés et présents qui existent dans des parties limitrophes de l'espace et qui ne sont accessibles qu'aux êtres doués d'une perception extrasensorielle, ce qui est peut-être la faculté de certaines personnes jugées malades. D'un concert où Fradelitzky interprétait son auteur favori, le symphoniste russe Blantanovitch, il écrivit un article si cinglant que Fradelitzky menaça publiquement de le poursuivre. La musique de Blantanovitch est une expression de cette horrible culture qui suppose que tous les hommes sont politiquement égaux, exception faite bien entendu de ceux qui occupent un haut rang et qui sont, pour citer Orwell, au-dessus de l'égalité. Elle ne vaut pas la peine d'être interprétée. Elle ne le serait d'ailleurs pas sans Fradelitzky, qui se distingue si bien des autres chefs d'orchestre du monde entier, car il est le seul qui régresse à chaque concert qu'il conduit. Inutile de préciser que le nom de Jason Wechter était sur toutes les lèvres, mais il fulminait, parce que son journal ne pouvait pas publier les lettres qu'il recevait. Il était complimenté, encouragé, critiqué, rejeté des cercles qui auparavant sollicitaient sa présence. Tout le monde parlait de lui. Un jour on le traitait de communiste, l'autre de farouche réactionnaire. Ses jugements contradictoires semblaient peu lui importer. Il ne sortait plus guère, sauf pour assister à quelques concerts comme c'était son devoir et au cours desquels il n'adressait la parole à personne. On l'aperçut cependant à un autre endroit, au Widener, et plus tard j'appris qu'il s'était rendu par 2 fois à la bibliothèque de l'université miskatonique d'Arkham pour y consulter des livres extrêmement rares. Telle était la situation quand la nuit du 15 août, 2 jours avant sa disparition, Jason Wechter se présenta à mon appartement dans un état physique tel que j'aurais pu y déceler au mieux un dérangement mental temporaire. Son regard paraissait égaré. Ses propos n'avaient ni queue ni tête. Bien qu'il fût près de minuit, la température était très douce. Jason avait assisté à un concert, mais il était parti à la moitié. Il était rentré chez lui pour étudier certains ouvrages qu'il avait rapportés du Widener. Ensuite, il s'était précipité chez moi en taxi, me surprenant alors que je m'apprêtais à me mettre au lit. « Pinckney, grâce au ciel, vous êtes là. Je vous ai téléphoné, mais je n'obtenais pas de réponse. »« Je viens juste de rentrer. Calmez-vous, Jason. Il y a du scotch et du soda sur la table. Servez-vous. » Il prit un verre et se versa beaucoup plus de scotch que de soda. Il tremblait, non seulement des mains, mais de tout son corps. Et il avait les yeux fiévreux, me sembla-t-il. Je posai ma main sur son front, mais il s'écarta rapidement. « Non, non, je suis pas malade. » Vous vous rappelez notre conversation au sujet de la sculpture? Oui, parfaitement. Eh bien, c'est vrai. Pinckney, tout est vrai. J'ai appris beaucoup de choses. Je pourrais vous parler des événements d'Innsmouth que le gouvernement a dû interdire en 1928 et des explosions qui détruisirent le récif du diable, de l'histoire de Limehouse à Londres en 1911, ou encore de la disparition du professeur Shrewsbury à Arkham il n'y a pas si longtemps. Il existe encore des sectes adorant des divinités anciennes, ici, dans le Massachusetts, je le sais. Il y en a dans le monde entier. Rêve ou réalité? Demandai-je brusquement. Oh, c'est tout ce qu'il y a de plus réel. Croyez bien que je le regrette. Mais j'ai tout de même rêvé. Oh, quel rêve! Croyez-moi, Pinckney, il y a de quoi sombrer dans la folie, à l'idée de se réveiller dans notre civilisation et de penser qu'il existe un tel monde aux frontières d'une autre, ces bâtiments gigantesques, ces colosses se dressant dans des cieux inconnus, et le grand Cthulhu.
Quelle merveille et quelle beauté, quelle horreur, quelle terreur, quelle destinée inéluctable. Je m'approchai de lui et le secouai fortement. Il poussa un profond soupir et resta un moment assis, les yeux fermés. « Vous ne me croyez pas, hein, Pinckney ?» reprit-il. « Je vous écoute. Que je vous croie ou non n'a aucune importance, avouez-le. Je voudrais que vous me rendiez un service. Bien sûr, s'il m'arrive quelque chose, débarrassez-vous de la sculpture. Inutile de vous la nommer, vous la connaissez. Prenez-la, lestez-la et jetez-la à la mer. De préférence devant Innsmouth, si c'est possible. Que se passe-t-il, Jason? Quelqu'un vous a menacé? Non. Vous me le promettez? Oui, comptez sur moi. Quoi que vous puissiez entendre ou voir, quoi que vous puissiez vous imaginer entendre ou voir, si vous voulez. Parfait. Renvoyez-la. Il faut la rejeter. Mais, écoutez-moi, Jason, je sais que vos articles ont été assez surprenants ces derniers temps. Si quelqu'un s'est mis dans la tête de vous faire payer vos... Ne soyez pas ridicule, Pinckney. Il ne s'agit pas de ça. Vous avez dit que vous ne me croiriez pas. C'est cette créature, de jour en jour, elle s'approche de notre dimension. Ne comprenez-vous donc pas, Pinckney? Elle commence à se matérialiser. Il y a 2 nuits, pour la première fois, j'ai senti ses tentacules. Je ne fis aucun commentaire et attendis. Je dis la vérité, je vous assure. Je me suis réveillé et j'ai senti ces tentacules froids et humides retirer mes draps. Je les ai sentis me toucher. Vous savez que je dors sans pyjama. Je me suis redressé et j'y ai allumé. Elle était là. Je pouvais la voir et la toucher. Mais déjà, elle rapetissait, se dissolvait, s'évanouissait et disparaissait. Elle était partie, retournée dans son univers. Et d'autre part, depuis 1 semaine ou 2, je suis capable d'entendre certains sons provenant de leur monde. Je perçois, par exemple, une musique flûtée et un atroce sifflement. À cet instant, je compris que mon pauvre ami avait sombré dans la folie. Si cette sculpture a un tel effet sur vous, pourquoi ne la détruisez-vous pas? Lui demandai-je. Il secoua la tête. Jamais. C'est mon seul lien avec l'au-delà. Je vous assure, Pinckney, que tout n'est pas sombre là-bas. D'ailleurs, le mal existe aussi chez nous. Vous y croyez? Et vous n'êtes pas effrayé, Jason? Il se pencha vers moi en me fixant de ses yeux brillants. Si, souffla-t-il, si, j'ai atrocement peur. Mais je suis fasciné. Pouvez-vous me comprendre? J'ai perçu une musique venant de l'au-delà. J'ai vu ce monde extraordinaire auprès duquel tout ce qui compose le nôtre paraît terne et triste. Oui, j'ai atrocement peur, Pinckney. Mais je ne laisserai pas ma frayeur s'interposer entre nous, entre vous et qui d'autre? Cthulhu, lança-t-il. À cet instant, il leva la tête, le regard perdu dans le vague. Écoutez, dit-il doucement. Est-ce que vous entendez, Pinckney, la musique? Quelle merveilleuse musique! Oh, grand Cthulhu! Il se leva et quitta mon appartement, une expression d'extrême béatitude sur son visage ascétique. Ce fut la dernière fois que je vis Jason Wechter. Ou du moins, Jason Wechter disparut le surlendemain ou durant la nuit qui suivit. Des gens l'aperçurent après sa visite à mon appartement, bien qu'il ne leur eût pas adressé la parole. Mais personne ne le revit plus, sauf la nuit suivante. Un voisin qui rentrait tard et qui l'aperçut
par la fenêtre de son bureau, assis devant sa machine à écrire et travaillant sans doute, bien qu'aucune trace de manuscrit n'ait été retrouvée et qu'aucun papier n'ait été expédié au journal pour paraître dans ses colonnes. Ses instructions en cas d'accident malencontreux précisaient clairement mon droit à la propriété de la sculpture, décrite en détail comme étant un dieu de la mer, origine Ponape, comme s'il avait voulu cacher l'identité de la créature représentée. Donc, avec l'accord de la police, je repris possession de mon bien et me disposais à faire ce que m'avait demandé Wachter, après avoir constaté avec les enquêteurs qu'aucun vêtement de Jason ne manquait. Il semblait s'être levé de son lit et évanoui dans la nature, sans porter le moindre vêtement. Je n'examinais pas particulièrement la sculpture quand je m'en emparais chez Wachter. Je la glissais simplement dans une petite mallette et je l'emportais chez moi. J'avais déjà pris mes dispositions pour me rendre le lendemain matin dans les environs d'Innsmouth et la lancer, dûment lestée, à la mer. C'est la raison pour laquelle je ne vis qu'au tout dernier moment l'atroce changement qui s'était produit dans la statuette. À vrai dire, je l'avais très peu regardée lorsque je l'avais achetée et apportée à Jason. En revanche, je l'avais examinée avec attention en 2 occasions, et en particulier lorsque Jason Wachter m'avait prié d'observer ces étranges modifications que je n'étais d'ailleurs pas parvenu à déceler. Ces modifications, je les découvris à bord de mon bateau, alors que j'entendais un son comparable à une voix humaine m'appelant d'une distance fantastique, incroyablement lointaine, une voix qui ressemblait à celle de Jason Wachter, à moins que ma nervosité n'eût décuplé mon imagination. Ce fut quand je sortis de ma mallette l'objet déjà lesté, alors que je me trouvais très loin, au large d'Innsmouth, à bord du bateau que j'avais loué pour l'occasion, que je pris conscience pour la première fois de ce son incroyablement lointain qui ressemblait à une voix criant mon nom et qui paraissait provenir d'en bas plutôt que d'en haut. Et ce fut cette particularité, j'en suis certain, qui arrêta mon geste et me fit examiner à nouveau l'objet que je tenais à la main avant de le faire disparaître à tout jamais dans les eaux mouvantes et profondes de l'Atlantique. Mais je suis sûr de ne pas avoir imaginé ce que j'ai vu. Je n'ai pas le moindre doute. Je tenais la statuette de telle façon que je fus obligé de remarquer les flamboyants tentacules de la créature modelée par un artiste inconnu des temps passés. Je fus obligé de voir que l'un des tentacules précédemment vides se refermait maintenant sur la minuscule silhouette d'un homme nu, parfaite dans ses moindres détails, et dont les traits du visage ascétique m'étaient irrésistiblement familiers, la reproduction réduite d'un homme qui avait existé en fonction de la créature de la statuette, et qui, pour employer les propres mots de Jason Wachter, était nécessaire à sa croissance, selon une horrible finalité qui se révélait à moi dans ce bateau. Quand je la lançai de toutes mes forces, il me sembla voir les lèvres de la miniature prononcer les syllabes de mon nom. Et alors qu'elle frappait la surface de l'eau et disparaissait dans les vagues, je crus à nouveau entendre cette voix très lointaine qui ressemblait à celle de Jason Wachter, hurlant mon prénom au milieu d'un horrible gargouillis, mon nom dont seule la première syllabe fut audible, l'autre étant étouffée par les eaux insondables qui entourent le récif du diable.